Vous avez tous entendu parler du complexe d'Oedipe, mais aujourd'hui je vais vous raconter une histoire que même Freud n'aurait pas pu imaginer. Chaque famille possède ses secrets, mais il y en a des plus lourds que d'autres à porter. Quelle est vraiment la nature de la relation entre Barbara et son fils? A-t-il couché avec sa future belle-mère? Ce tableau familial très glauque va vous faire relativiser sur votre famille. Tout commence à Cambridge, au début du XXe siècle, alors que Barbara a juste 11 ans. Un soir, quand elle rentre de l'école, elle découvre sa mère en pleurs. Son père s'est suicidé dans le garage en inhalant du monoxyde de carbone. La famille de Barbara ne se voit plus vivre dans cette petite maison et décide de prendre le bateau pour New York, avec l'héritage laissé par le père. En grandissant, Barbara devient une femme à la beauté renversante et se fait repérer par une agence de mannequins. En quelques semaines, elle est propulsée dans les mondanités new-yorkaises et toutes les portes s'ouvrent à elle. Elle fait la couverture des magazines, elle est invitée à toutes les plus grandes soirées et on lui propose même de faire du cinéma. Un soir, elle rencontre Cornelia, une actrice qui débute elle aussi. Cornelia est la riche héritière d'une famille puissante qui a fait fortune grâce à son père, qui n'est autre que l'inventeur du plastique. Les deux jeunes femmes se lient d'amitié et Barbara va peu à peu fréquenter son frère, Brooks, un pilote d'avion. Barbara va rapidement tomber enceinte alors qu'ils ne sont pas encore mariés, ce qui n'était pas très bien vu à l'époque. La famille de Brooks organise alors un mariage en urgence pour sauver son honneur. Ils déménagent dans le quartier le plus cher de la ville, dans une immense maison dans laquelle ils organisent des soirées déjantées. L'alcool coule à flot et la drogue est servie comme du vin. Et quand ils ont besoin de souffler, ils voyagent à travers le monde entier et s'achètent des maisons un peu partout dans le monde. Vous l'aurez compris, avec un tel train de vie, ils n'ont pas vraiment le temps de s'occuper de leur bébé, le petit Anthony. En grandissant, Anthony voit très peu ses parents. Il souffre beaucoup de l'ignorance de son père et voit surtout la santé mentale de sa mère se dégrader. Elle pique de grosses colères en public et connaît des épisodes de dépression très sévères qui la font tomber dans l'alcoolisme pour soulager son chagrin. Son père et sa mère commencent alors à se tromper sans vraiment se cacher. Et ce qui devait arriver arriva. Brooks rencontre une fille de 15 ans de moins que lui et tombe fou amoureux d'elle. Pour elle, il est prêt à tout. Il demande le divorce et plaque tout. Et vous vous doutez bien que Barbara ne va pas supporter de voir son mari lui échapper. Elle sombre encore plus dans l'alcool et tente de mettre fin à ses jours. Plein de remords, Brooks a comme un électrochoc et annule sa demande de divorce. Il retourne auprès de sa femme en lui promettant qu'il lui sera fidèle jusqu'à sa mort. Anthony a alors 14 ans et comme vous l'avez compris, il grandit dans un environnement hyper toxique. Mais comme toutes les personnes normalement constituées de son âge, il commence à s'intéresser à l'amour. À 20 ans, il ne supporte plus sa famille et part voyager au Maroc. Il rencontre alors Jake, un Australien très charismatique qui lui fait découvrir la fête et surtout les drogues. Nous sommes encore dans les années 60 et une relation entre deux hommes ne passe pas du tout aux yeux de leurs proches. Barbara est furieuse. Elle voit son fils comme un malade mental et décide tout d'un coup de s'intéresser à lui. Elle va venir le chercher et selon ses propres mots, elle veut le soigner de son homosexualité. Les mois passent et Anthony commence à fréquenter une certaine Sylvie. L'histoire ne dit pas s'ils sont juste amis ou un peu plus que ça, mais en voyant son fils toujours fourré avec cette fille, Barbara commence à se calmer et à passer à autre chose. Mais au bout de quelques mois, le pire va arriver. Barbara découvre son mari au lit avec Sylvie. Elle est anéantie et tente encore une fois de se suicider. Mais cette fois, Brooks n'a pas la force de rester avec sa femme jalouse et complètement dépressive. Il la quitte et se marie avec Sylvie, qui tombera enceinte quelques mois plus tard. À partir de là, Barbara et Anthony ne le reverront plus jamais. Il a coupé les ponts. Barbara sombre encore plus dans la folie et déménage alors à Majorque avec Anthony et développe une véritable obsession pour l'homosexualité de son fils. Et vous allez voir qu'elle va totalement vriller. Elle commence à payer des prostituées à Anthony dans l'espoir qu'il prenne goût aux femmes. Mais évidemment, ça ne marche pas. Et c'est là qu'elle décide de prendre les choses en main par elle-même. Elle va décider de coucher avec son propre fils en étant persuadée que c'était la meilleure des choses à faire. Un soir, au dîner, elle le fait boire et tente de le séduire. Elle s'assure qu'il soit vraiment ivre pour le violer. Et le pire, c'est qu'elle s'en vantera auprès de tous ses amis. Elle leur proposera même de venir coucher avec lui lors de ses soirées toujours plus excentriques. Autant vous dire qu'Anthony sombre également à ce moment-là dans une sévère dépression. Heureusement, sa mère lui laisse un peu de répit lorsqu'elle rencontre Samuel, un conservateur de musée. Elle se met alors à peindre et ne s'occupe plus de son fils. Mais au bout de 6 semaines, Samuel se lasse de Barbara et la quitte en lui disant qu'elle n'a aucun talent dans la peinture. C'est encore un coup dur pour elle. De son côté, Anthony devient peu à peu méconnaissable. Il est instable et incohérent.
Il pique des colères si énormes qu'il va devoir être interné pendant quelques semaines. Les docteurs lui diagnostiquent une schizophrénie avec des tendances paranoïaques. C'est là qu'il avoue que sa mère le viole à un ami. Il fait de la peine à voir, mais sa famille refuse qu'il soit suivi par un psychologue. Pour eux, ce sont des charlatans. Il retourne donc vivre chez sa mère et leur dispute s'intensifie. Anthony commence même à brandir des couteaux et à la menacer. Un jour, alors qu'ils sont en voiture, il l'éjecte du véhicule et essaye de lui rouler dessus. Heureusement, Barbara arrive à s'extirper et la police arrête Anthony pour tentative de meurtre. Il sera relâché quelques heures après car Barbara refuse de porter plainte contre son fils. Il sera quand même envoyé en hôpital psychiatrique où il sera suivi par un médecin. Enfin. Mais vous allez voir que ça ne va pas suffire. Le diagnostic est très clair. Le psychiatre explique à Barbara que son fils est dangereux et qu'il doit absolument être interné. Mais Barbara n'y croit pas et retire son fils de l'hôpital. C'est une très mauvaise idée. 2 semaines plus tard, Anthony invite un ami chez eux et Barbara commence à lui hurler dessus. Cette fois, Anthony ne se laisse pas faire et commence à frapper sa mère. Barbara va se réfugier dans la cuisine, Anthony la poursuit, attrape un couteau qui lui plante en plein cœur. Elle meurt presque instantanément à l'âge de 51 ans. Anthony est immédiatement arrêté par la police et reconnaît son crime. Mais il a l'air très confus et demande de ses nouvelles régulièrement. Il expliquera plus tard qu'il sentait qu'il était sous l'emprise d'un esprit. Était-ce sa maladie ou l'envie de se venger qui l'a poussé à commettre ce terrible meurtre? Quoi qu'il en soit, à l'issue de son procès, il sera reconnu coupable d'homicide involontaire et envoyé dans un hôpital. Il y reçoit un traitement psychologique intensif. Là-bas, il se met à envoyer des cadeaux glauques à son père, Brooks. Il lui envoie des dessins macabres ou des cadavres d'oiseaux pour son anniversaire. 8 ans après le meurtre de sa mère, il sera libéré. Anthony a alors 30 ans et retourne vivre chez sa grand-mère qui a été très présente pendant sa détention. Elle se fichait complètement de son orientation sexuelle et aimait profondément son petit-fils. Mais au bout d'1 semaine chez elle, Anthony va essayer de la tuer en la poignardant 8 fois de suite et en la tabassant. Heureusement, et c'est assez impressionnant, sa pauvre grand-mère a survécu. Anthony était-il une peine perdue? Le tribunal devait statuer sur son sort. Allait-il rester derrière les barreaux de Laker Island ou retourner à l'hôpital? Une équipe de psychiatres a été mandatée afin d'établir un diagnostic précis sur sa santé mentale, afin de déterminer aussi, encore une fois, s'il était responsable de ses actes. Anthony pensait obtenir une liberté sous caution, mais comme son dossier médical de Londres n'avait toujours pas été reçu à New York, l'audience a été ajournée. Anthony a donc été raccompagné à sa cellule et le lendemain, il est retrouvé mort, étouffé par un sac plastique. Sa mort reste un grand mystère. Certains pensent qu'il a été assassiné, d'autres pensent qu'il s'est suicidé. Il y a même des amis de Barbara qui ont toujours remis en cause la relation incestueuse entre cette mère et son fils, disant que Barbara était complètement folle et qu'elle cherchait constamment à attirer l'attention des gens après les nombreuses tromperies de son mari. Elle aimait être le centre du monde et aurait tout à fait été capable d'inventer ce genre d'histoire pour cette raison. C'était pathologique chez elle. Quel est votre avis sur le funeste destin d'Anthony? Dites-nous dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette histoire et nous, on se retrouve très vite pour un nouveau dossier sensible.